est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal Tourmandico Télévision, dont voici les titres. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, s'est adressée ce lundi 24 février 2025 à Genève en Suisse, au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Dans son discours, elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février 2025. La dépouille du légendaire catcheur congolais Edingwe Mapima Mbaka, décédé au Maroc après une longue maladie, est arrivée à Kinshasa, dans la matinée de ce lundi 24 février 2025. Icône du catch congolais et figure respectée du sport national, Edingwe laisse derrière lui un héritage inoubliable qui a marqué des générations des fans et inspiré de nombreux jeunes athlètes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal. Un appel aux sanctions dissuasives contre les autorités rwandaises a été lancé par la première ministre de la République démocratique du Congo ce lundi 24 février 2025 à Genève en Suisse lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a dénoncé les massacres des populations civiles ainsi que la répression systématique de la presse et des défenseurs de droits humains dans les zones occupées par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du 1-23. Les détails dans cet élément. La 58e session du Conseil des droits de l'homme, CDH, s'est ouverte ce lundi 24 février 2025 à Genève en Suisse. La délégation congolaise est conduite par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka. Elle s'est fait accompagner de quelques membres de son équipe gouvernementale, en l'occurrence la ministre des Droits humains, le ministre de la Communication et Médias, ainsi que la vice-ministre des Affaires étrangères. Judith Suminwa a dénoncé les massacres des populations civiles, la répression systématique de la presse et des défenseurs de droits humains dans les zones occupées par l'armée rwandaise et leurs supplétifs du 1-23 dans l'est de la RDC. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU n'y est pas allé par détour. Antonio Guterres dénonce un tourbillon de violations de droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo, causé par le 1-23 soutenu par les forces rwandaises. Il est temps de faire taire les armes. La souveraineté de la RDC doit être respectée. Le peuple congolais mérite de vivre en paix, a martelé le secrétaire général des Nations Unies, craignant au passage une régionalisation de la crise. Et de son côté, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue burundais Évariste Ndayishimiye le dimanche 23 février 2025 à l'aéroport de Njili à Kinshasa. L'échange qui s'est déroulé à huis clos s'est conclu sans déclarations officielles, alimentant des spéculations sur son contenu et ses enjeux.
Le président burundais Evariste Ndayishimiye a rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi le dimanche matin à l'aéroport de Njili à Kinshasa. L'échange qui s'est déroulé à huis clos s'est conclu sans déclaration officielle, alimentant les spéculations sur son contenu et ses enjeux. Pas de déclaration à la presse, a confirmé Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, renforçant ainsi les mystères autour de cette rencontre. Pourtant, elle intervient dans un contexte de tensions croissantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats entre les forces armées congolaises et les rebelles de l'AFC M23 se sont intensifiés. L'armée congolaise bénéficie du soutien actif de troupes burundaises engagées dans une coopération militaire face à cette menace persistante, notamment dans la province du Sud Kivu. Le 31 janvier dernier, lors d'un échange de vœux avec le corps diplomatique à Bujumbura, Evariste Ndayishimiye avait exprimé ses préoccupations quant à la stabilité régionale. Il avait alors dénoncé le rôle du Rwanda dans la crise sécuritaire de la région, affirmant que son initiative de paix pour l'Est de la RDC aurait pu stabiliser la situation si toutes les parties prenantes avaient respecté leurs engagements. Le président burundais avait notamment accusé Kigali de soutenir divers groupes rebelles, parmi lesquels Red Tabara, responsable d'attaques sur les territoires burundais. Face à la détermination continue de la situation, Ndayishimiye avait lancé un appel à la communauté internationale pour éviter une escalade du conflit et prévenir une catastrophe humanitaire. Malgré certaines annonces suggérant un retrait progressif de troupes burundaises de la RDC, celle-ci reste activement engagée aux côtés de FARDC dans la lutte contre l'AFC M23. Si le contenu exact des discussions entre Tshisekedi et Ndayishimiye demeure inconnu, leur entretien revêt une importance capitale. La coopération militaire entre les deux pays, la gestion de groupes rebelles et la pression diplomatique sur Kigali figurent probablement parmi les sujets abordés. Cette tête-à-tête pourrait également avoir des répercussions sur les futures stratégies sécuritaires de la RDC et du Burundi, mais aussi sur les dynamiques géopolitiques de la région de Grand Lac. Dans l'attente d'éventuelles déclarations officielles, cette rencontre suscite de nombreuses interrogations quant à son impact sur l'évolution de la crise sécuritaire et les relations entre les États de la région. Voilà, c'était un commentaire de Christelle Nyota. Et bien avant de rencontrer le président burundais, le chef de l'État avait réuni le samedi 22 février à Kinshasa les membres de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Cette rencontre a permis à l'autorité de l'Union Sacrée de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire ainsi que les actions entreprises contre le Rwanda. Le chef de l'État a également appelé à l'unité nationale avant d'accepter de tendre la main à l'opposition. Un commentaire de Rontaluela. C'est le samedi 22 février 2025 au chapiteau de la Cité de l'Union africaine que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à tous les membres de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation, présents à Kinshasa, organisé au lendemain du vote à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'agression de la RDC par le Rwanda. Cette rencontre a permis à l'autorité de l'Union Sacrée d'aborder plusieurs points, à savoir une évaluation du fonctionnement de l'Union Sacrée, un bilan des actions entreprises contre le Rwanda, dont la victoire au Conseil de sécurité des Nations Unies et un appel à l'unité nationale. D'ailleurs, à ces sujets, l'autorité morale de l'Union Sacrée a remercié la Première ministre, la ministre des Affaires étrangères, parce qu'elles ont été dans tous les fronts. Le président Félix Tshisekedi a toutefois noté que l'ennemi n'est pas seulement celui que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que de l'agitation. Ce n'est que de l'illusion qui ne se transformera pas en réalité. Appelant ses interlocuteurs à l'unité nationale, le président Félix Tshisekedi a insisté que nous appartenons à une seule et unique nation. C'est la République démocratique du Congo. Et nous devons surpasser nos égos, nos élans tribaux et nous unir. Parce que l'ennemi veut cette division. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu. Et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas,
de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Sur le plan politique, le président n'a pas caché sa déception face au silence de certains cadres de sa famille politique qui semblent ne pas comprendre sa lecture de faits. Par la même occasion, il a encouragé quelques membres de l'Union sacrée qui se démarquent par leur forte capacité de mobilisation pour la défense de la patrie. Et dans un autre chapitre, un nouveau procès de 61 soldats des forces armées de la RDC est ouvert à Lubero, au Nord Kivu, devant les tribunaux militaires de garnison de Butembo, qui siègent de ce lundi 24 février 2025 à Musienene. Il s'agit des militaires présumés auteurs de vols, extorsions et autres exactions commises dans plusieurs entités au moment de combat contre les rebelles du 1-23, confie le colonel Mac Azukai, porte-parole de l'armée du Grand Nord. Suivez. Ce lundi 24 février 2025, un nouveau procès s'ouvre à Lubero où 61 soldats de FARDC sont jugés par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo. Ces militaires sont accusés d'avoir commis des vols, des extinctions et d'autres exactions dans plusieurs localités, notamment à Lubero Centre, Kimbulu, Musienene et Butembo, alors qu'ils fuyaient devant les rebelles du 1-23. Le colonel Mac Azukai, porte-parole de l'armée dans les Grands Nord, a confirmé que ces actes avaient plongé la population locale dans la panique. En plus des militaires, deux femmes civiles font également face à une accusation similaire. Ces procès marquent une nouvelle étape dans la lutte contre l'impunité au sein de l'armée congolaise. La situation reste tendue dans la région alors que le FARDC tente de stopper l'avancée de rebelles vers Lubero Centre et Butembo. Ces procès survivent après la condamnation fin décembre 2024 de 17 militaires à la peine de mort pour des infractions graves, renforçant ainsi la nécessité d'une justice militaire rigoureuse pour restaurer la confiance au sein de la population. D'une province à une autre, nous sommes dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, où la criminalité est en baisse dans les villes de Lubumbashi et Likasi depuis l'instauration du couvre-feu dans ces deux villes. C'est le constat général de la population après 30 jours depuis qu'il a été décrété le 20 janvier 2025 par le gouvernement provincial pour faire face à la montée de l'insécurité dans la ville. Les détails dans cet élément. Depuis le 20 janvier 2025, les habitants de Lubumbashi et Likasi ont connu une situation sécuritaire assez calme. Grâce au couvre-feu décrété par l'autorité provinciale pour une durée de 30 jours dans ces deux villes importantes de la province du Haut-Katanga, l'insécurité a sensiblement diminué. Les habitants ont salué ces succès et ont lancé un appel aux autorités compétentes pour que les mesures soient prises pour encadrer ce couvre-feu afin d'éviter quelques cas de bavure chez certains éléments incontrôlés des forces de l'ordre. Avant l'instauration du couvre-feu, la situation a été compliquée. Moi, j'habite à Bongonga. Depuis le couvre-feu, le calme est revenu. Il n'y a pas de maisons visitées. Cependant, les habitants de la ville de Lubumbashi proposent la prorogation de cette mesure sécuritaire d'exception pour plus de sécurité afin d'éliminer les poches d'insécurité qui persistent. Aussi, ils plaident pour la lutte contre les dérapages et autres abus constatés pendant le couvre-feu et dont ils en étaient victimes de la part des agents de l'ordre. On dit que le couvre-feu commence à 23h, mais déjà à 21h ou 22h, certains policiers s'adonnent à la tracasserie sans motif valable. Ils t'exigent d'exhiber la carte alors qu'il n'est pas 23h. Si on va renouveler ce couvre-feu, il faut qu'il y ait de la rigueur sur cette question. À la société civile du Haut-Katanga, les résultats du couvre-feu sont salués à juste titre. La situation sécuritaire est rassurante. Maître Jeff Mbia est membre de la gouvernance sécuritaire dans le cadre de concertation. Nous avons constaté que la psychose a baissé, mais également aussi des indices de l'insécurité ont également baissé. Le niveau d'alerte a augmenté. Et le système d'alerte précoce a été mis en place. La mobilisation des forces de sécurité par unité, comme on peut dire commando, PNC, autres, ont carrément facilité que nous puissions arriver à cette accalmie. Pour nous, disons, c'est une accalmie parce que ce sont des mesures préventives
et non curatives, parce que s'il faut arriver à des mesures curatives, c'est toute une politique. Les résultats sont certes satisfaisants, mais beaucoup des choses doivent être améliorées. Décrété depuis le 20 janvier dernier pour 30 jours, le couvre-feu devra faire prochainement l'objet d'une évaluation de la part du Conseil provincial de sécurité. Et c'est à l'issue de cette évaluation que sera décidée sa prorogation ou non. Mais selon les sources sécuritaires administratives, on parle déjà d'une probable prorogation. Et un mot de santé dans ce journal, la zone de santé de Ngandajika dans la province de Lomami fait face à la résurgence d'une diarrhée sévère accompagnée de vomissements depuis quelques jours. Selon le médecin-chef de zone, Dr Sylvain Moutanda, il a confirmé qu'au total 15 cas, dont 2 décès, ont été enregistrés en une semaine. Il a également dévoilé ces chiffres le samedi 22 février après une réunion avec l'administrateur du territoire de Ngandajika. Kadi Mananga pour les détails. Depuis quelques jours, la population de Ngandanika vit dans l'inquiétude face à une résurgence alarmante de diarrhée sévère. Selon les médecins chefs des zones, Dr Sylvain Moutanda, 15 cas ont été enregistrés à Innsmouth, dont 2 ont entraîné la mort. Cette situation préoccupante a conduit à une réunion d'urgence entre les autorités sanitaires et l'administrateur du territoire pour discuter de mesures à prendre. Dr Moutanda a souligné l'importance du respect de mesures hygiène pour éviter une aggravation de la situation. Il a recommandé aux habitants de se laver régulièrement les mains, de consommer uniquement de l'eau traitée et d'utiliser des latrines hygiéniques. Les cas suspects doivent être rapidement encheminés vers le centre de santé pour une prise en charge adéquate. La crainte d'une épidémie de choléra, maladie souvent récurrente dans la région, pèse sur les esprits. Les habitants espèrent des actions rapides et efficaces pour endiguer cette épidémie et préserver la santé publique. La vigilance et la solidarité sont plus que jamais nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire. Et dans le reste de l'actualité, la dépouille du légendaire catcheur congolais Edingwe Mapima Mbaka, décédé au Maroc après une longue maladie, est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international de Njili dans la matinée de ce lundi 24 février 2025. Il était décédé le 13 janvier 2025 de suite d'une maladie à Casablanca au Maroc où il avait été évacué pour des soins appropriés par le gouvernement congolais. Regardez. Ils étaient venus nombreux dans la matinée de ce lundi 24 février 2025 à l'aéroport international de Njili, à l'est de Kinshasa, pour accueillir la dépouille de l'icône du catch congolais, Louis Mapima, alias Edingwe Motonangenge, décédé le 13 janvier à Casablanca au Maroc de suite d'une maladie. Sa famille biologique, ses amis et ses fans s'étaient mobilisés pour la circonstance. Banderoles, calicots et de noirs vêtus avec des polos frappés au visage de l'illustre disparu. C'est la manière qu'ils ont choisi pour pleurer, celui qu'ils appelaient affectueusement Yaedi. Après l'aéroport de Njili, le cortège funèbre s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, principale artère de Kinshasa, qui conduit vers le centre de la capitale congolaise sous une escorte policière et au rythme de la fanfare jusqu'à la mort du cinquantenaire de Kinshasa. Âgé de 73 ans, Edingwe Motonangenge a marqué l'histoire du catch congolais par son talent et son charisme. Originaire de la commune de Matete au sud de Kinshasa, il a consacré toute sa vie à ce sport, devenant une figure emblématique du divertissement sportif et formateur de plusieurs catcheurs en République démocratique du Congo. Le rapatriement de son corps a été organisé par le gouvernement congolais dans le plus grand respect de sa dignité. Des milliers de personnes se sont rassemblées à la résidence familiale dans la commune de Matete pour rendre hommage à ce grand sportif. Sa famille, ses amis, ses collègues catcheurs et ses fans étaient présents pour lui témoigner leur amour et leur reconnaissance. Edingwe Motonangenge restera à jamais gravé dans la mémoire des sportifs et son nom résonnera toujours dans le monde du catch congolais. La dépouille mortelle de Edingwe est gardée à la mort du cinquantenaire sur l'avenue Kasavubu au centre de Kinshasa. Un programme officiel prévoit ses obsèques et l'inhumation au début du mois de mars. C'est par cet élément de Dingwe Motonangenge que prend fin ce journal. Mais néanmoins, je vous rappelle les principaux titres avant de nous séparer complètement.
La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, s'est adressée ce lundi 24 février 2025 à Genève en Suisse, au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Dans son discours, elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février 2025. La dépouille du légendaire catcheur congolais Edingwe Mapima Mbaka, décédé au Maroc après une longue maladie, est arrivée à Kinshasa dans la matinée de ce lundi 24 février 2025. Icône du catch congolais et figure respectée du sport national, Edingwe laisse derrière lui un héritage inoubliable qui a marqué des générations des fans et inspiré de nombreux jeunes athlètes. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous le présenter. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et toujours avec le même plaisir. Et très bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.